J'espère que vous êtes prêts, on se retrouve dans une super vidéo dans laquelle je vais vous partager les 3 entreprises que je m'apprête à acheter, dont une que vous ne connaissez pas, la première, et qui est incroyable au niveau du moat, au niveau de la valorisation et au niveau finalement de la décorrélation qu'elle va vous permettre d'avoir avec votre portefeuille. Effectivement, je vous ai fait, je crois, avant-hier, une analyse, enfin l'analyse du Q1 2025 de Realty Income, donc une rate. Et donc voilà, je m'étais dit, bah tiens, comme j'ai 45 000 dessus, peut-être rebalancer un petit peu, mettre un petit peu sur une autre rate, ou alors tout simplement construire une nouvelle position sur une nouvelle rate. Et donc la nouvelle rate, eh bien c'est Prologis que je vais vous présenter dans cette vidéo pour la première entreprise. Je vous fais une parenthèse dès le début de la vidéo, énorme annonce, ce dimanche à 18 h, je fais un live sur ma chaîne YouTube avec Paul dans lequel on va aller analyser en détail tout le portefeuille du gestionnaire de fonds William Eagles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le meilleur gestionnaire de fonds pour la partie small cap européenne. Donc c'est ce dimanche à 18 h heure française sur ma chaîne YouTube. On peut commencer directement la vidéo donc sur les 3 entreprises. Alors avant, je vous fais une petite vue d'ensemble peut-être de Prologis. Alors faites-moi confiance, c'est vraiment une pépite cette entreprise, d'accord? Au niveau, en fait, je pense que c'est l'une des entreprises qui a le meilleur moat tout simplement là actuellement sur le marché. C'est-à-dire que je mets vraiment le moat de Prologis à côté du moat, je sais pas, de Standard & Poor's, de Moody's, etc. C'est vraiment incroyable. Pour vous donner un petit chiffre, il y a 3% du PIB mondial, qui passe par les entrepôts de Prologis. Parce qu'effectivement, Prologis, c'est une rate. Et les rates, c'est de l'immobilier coté. Donc d'ailleurs, ça vous permet de vous exposer au secteur de l'immobilier. Et en l'occurrence, Prologis va posséder des entrepôts qu'elle va louer, par exemple, à Amazon, à Home Depot. Et ils ont même Berkshire Hathaway, donc la holding de Warren Buffett, en client. Et donc ces entrepôts-là vont permettre finalement de gérer le commerce mondial, tout simplement. Quand vous commandez un objet, quand vous retournez également un bien de consommation, etc., ça passe quasiment par les entrepôts de Prologis. Alors comme d'habitude, quand je vous présente une rate, je vais vous faire une petite introduction ici pour vous permettre de voir à peu près de quoi est-ce qu'il est question. Donc là, voilà Prologis. C'est la plus grosse rate dans son secteur, on va le voir, on va le détailler, mais il y a donc une market cap de 97 milliards, un prix de 105 $. On se négocie actuellement à 18 fois les FFO, donc les Fund From Operation, c'est l'équivalent du bénéfice net chez une rate. Les dividendes, on a actuellement 4 $ donc de dividendes par action, ce qui donne 4 sur 105 $, et bien un rendement de quasiment 4%. Une croissance du dividende, un versement de dividendes depuis 29 années, un payout de seulement 69%, c'est assez faible pour une rate. Un dividende là qui est prévu en croissance de 5%, et sur les 5 dernières années, on a une croissance de 12% par an. C'est vraiment énorme, vraiment en termes de 12% par an, c'est beaucoup. Niveau maintenant, et bien donc là voilà, vous voyez Prologis, on a actuellement du 3,87% de rendement du dividende. Sur les 5 dernières années en moyenne, on avait du 3,17. Donc là on se négocie un rendement plus élevé que sur les 5 dernières années en moyenne. Sur les rates industriels, on est en moyenne à 5%, mais Prologis, vous allez voir que la qualité du portefeuille, ça n'a rien à voir avec les concurrents. On a vraiment, c'est l'acteur le plus établi et le plus diversifié et le plus rentable du secteur. Et là vous avez également Prologis versus par exemple là le taux obligataire par exemple 10 ans qui est de 4,31%. Et vraiment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie vraiment l'overview des finances là vraiment en 2 minutes. On a donc un FFO qui a augmenté de 15% par an sur les 5 dernières années, ce qui est énorme. Et si on met le FFO per share, en prenant en compte encore une fois cette fameuse dilution des actions chez les rates, eh bien on a 9% de taux de croissance par an. C'est vraiment beaucoup. Le debt to asset, on est excellent. C'est une des rates, encore une fois, avec une sécurité financière qui est vraiment millimétrée. D'ailleurs, c'est les 2 seuls rates avec Realty Income qui sont notés en A par les agences de notation Moody's, Standard & Poor's, etc., avec une dette maîtrisée, avec pas mal de cash au bilan. Bref, vraiment, c'est un actif qui est, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais qui est, entre la demande qu'il y a pour les entrepôts de Prologis, le niveau d'endettement, donc le levier d'endettement de Prologis, on a vraiment affaire à une entreprise qui, oui, peut largement payer les dividendes et qui peut faire face à n'importe quelle intempérie sur les marchés et sur l'économie. Niveau de la taille, c'est énorme au niveau des entrepôts, 1,2 million de square feet. L'occupancy, donc là, 95% sont occupés, donc pareil, c'est élevé. Et le plus gros client, c'est Amazon, qui représente 5% du portefeuille. Donc comme vous avez pu le voir, on peut au moins s'attendre à une croissance de 10% par an sur du Prologis.
et sans compter, enfin sans prendre en compte là l'explosion de la partie data center chez Prologis. En fait, là, on se place quasiment parmi la rate avec le plus de capacité en électricité pour alimenter les data centers. Là, actuellement, on a une capacité de 40 data centers d'hyperscaler, donc data centers de Microsoft, de Google, etc. Ce qui est énorme et ce qui la place quasiment parmi le premier acteur, encore une fois, sur le positionnement data center. Donc, pour ce qui est, là, en fait, ça, c'est les slides. Donc, c'est-à-dire que là, je vous ai mis l'investor presentation. Je pense que ça va mettre 5 minutes pour vous ayez une petite vue d'ensemble. Donc, effectivement, on a 216 milliards d'actifs sous management. On a actuellement 105 milliards voilà, de market cap. Donc le ticker c'est PLD, on a 1,2 milliard de square feet, donc voilà, sur 4 continents différents, mais l'écrasante majorité est aux États-Unis. On a une note de crédit en A3 en A. On a également, bon ça on s'en fiche, on a 6,7, donc enfin 6700 plutôt clients, ce qui est énorme. Et on a également voilà 2,8% du PIB mondial qui passe par leurs entrepôts. Et si on prend uniquement le PIB qui est fait dans les 4 continents dans lesquels Prologis est active, là on passe à 4%. D'accord. Et si on prend uniquement aux US, on monte quasiment à 6-7%, ce qui est vraiment important. Ici, voilà, justement. Donc là, voilà, 2,7 trillions. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la valeur des biens qui transitent par les entrepôts de Prologis. On a 4% voilà, du PIB si on prend uniquement les 19 countries sur lesquelles Prologis opère. Donc voilà, 2,8. On a 1,1 million finalement d'employés qui est sous finalement les toits de Prologis. Bon, encore une fois, qui sont plutôt employés, on va le voir par Amazon, etc. Ici, on a vraiment, on va dire, la structure globale de Prologis. En fait, on voit qu'on gère tout de A à Z. C'est-à-dire que pour que ce soit les matières premières, également les manufacturing, donc à l'international, la production, donc pareil sur les hangars, ça va directement sur la partie import national, ensuite régional et ensuite au niveau des villes. Donc, tu as Prologis pour la partie matière première internationale, également partie la matière première et la manufacture, donc domestique et la production, donc pareil sur les hangars, tout va ensuite, tout est livré dans les hangars, typiquement d'Amazon, etc. Et ensuite, après, ça part directement sur le retail, dans les centres de retail, et ça va aux clients. Et Prologis gère également la partie des retours. Donc, tous les retours clients, etc., c'est Prologis qui le gère. Donc, voilà, c'est super. Donc, 6700 clients, on a 10 600 beaux actifs actuellement. Donc, le portefeuille est réparti entre 39% sur les besoins du quotidien, donc alimentation, santé et biens courants, 31% sur les secteurs cycliques, donc automobile, habitat, industrie légère. 30% également, je mets ça comme ça, 30% sur les tendances structurelles, donc e-commerce, transport et également donc tout ce qui est retail commercial. Et on a également 25 donc des plus gros clients qui représentent entre guillemets seulement 21% du loyer net effectif. Donc ça veut dire que ça nous place, on va dire, sur une faible concentration du risque locatif, donc c'est top. Ici, là, vous avez un petit peu le détail, avec effectivement les 39% là qui sont sur les besoins du quotidien, les 31% ici sur tout ce qui est les secteurs cycliques et les 30% ici sur les demandes plutôt structurelles comme le e-commerce. Et également, quand en fait on compare le portefeuille de Realty Income à Prologis, en fait on s'aperçoit que c'est des portefeuilles qui sont vraiment inversement corrélés. Realty Income, c'est justement sur tout ce qui ne va être pas, c'est tout ce qui va être sur de l'anti-e-commerce, donc tout ce qui va être les secteurs qui sont aux antipodes de l'e-commerce, et à l'inverse Prologis, on est sur des e-commerce. Donc c'est super pertinent d'avoir ces deux rates en portefeuille, ça vous offre vraiment une diversification sur vos rates. Ensuite, il vous manquera plus qu'une rate sur le secteur de la santé et vous serez vraiment parfait. Hop, je passe sur l'autre slide. D'ailleurs, ça c'est vraiment, là je vous ai fait un résumé de nous, l'énorme présentation qu'on avait fait avec tous les membres qu'on l'accompagne, notamment avec Paul qui l'avait préparé. Donc c'était une masterclass, ça, si vous voulez mettre sur pause. Donc là, je vous ai fait à peu près dans les grandes lignes. J'ai repris des petites slides, etc. Les slides de mai 2025, donc ça c'est des slides là qui ont même pas 3 jours. Donc là tout est mis à jour. Donc la montée de l'e-commerce comme catalyseur à long terme pour Prologis. En fait, il faut savoir que là, l'e-commerce nécessite actuellement 3 fois plus de surface logistique par dollar de vente comparé au retail physique. Donc, on a besoin de beaucoup plus de surface. Ça tombe bien, Prologis construit de la surface et ils ont même également ce qu'ils appellent du build to suite. Donc, ça va faire, Amazon va leur dire, ok, là, ici, on a besoin d'un entrepôt. Voilà ce qu'on a besoin dans cet entrepôt-là. Construisez-le pour nous. Et Prologis va vraiment construire de A à Z l'entrepôt et ensuite va le louer à Amazon sur des contrats d'entre 10 et 15 ans. Donc, enfin même 10 et 16 ans pour être exact.
Donc un mode qui est énorme. Raison structurelle, donc voilà, plus grande variété d'articles à stocker. Hein. Pourquoi? C'est 3 fois plus de surface logistique. Besoin de traitement unitaire des commandes, donc versus les palettes en B2B. Effectivement, sur du Amazon, c'est vraiment du cas par cas ce que vous commandez. Et on a également toute la partie retour client. Voilà, il faut vraiment stocker tous les retours clients. Donc la croissance soutenue à venir, là on est sur du 8 à 10% selon toutes les estimations jusqu'en 2026 sur les ventes e-commerce mondiales. Ce segment représente 30% du portefeuille client de Prologis avec Amazon en number one au niveau des clients. Et sur cette slide, on voit vraiment l'explosion de l'e-commerce pour 2026, 2027, 2028. On a vraiment un taux de croissance qui est très très important. Là, on a également l'e-commerce par rapport brick and mortar, donc justement c'est Realty Income, d'accord. Et on voit vraiment la dynamique, là, on l'a vu ensemble, hein, voilà, 3 fois plus de surface logistique pour l'e-commerce. Donc voilà là-dessus, et c'est vrai que c'est vraiment un secteur qui est porteur. Et quand vous ajoutez à ça la section data center que l'on va détailler dans un instant, vous voyez bien en fait c'est une rate qui va avoir de la croissance et c'est une rate qui est parfaitement positionnée. Donc pour ce qui est vraiment du pricing power et de la dynamique inflation, donc Prologis bénéficie d'une indexation contractuelle des loyers sur l'inflation, ICP, dans de nombreux marchés. Donc renouvellement des baux très favorable. Là, on a 61% de hausse moyenne au Q1, donc par rapport au Q1 2024. C'est-à-dire que en fait, on a 61% qui ont eu finalement des loyers qui ont été réévalués à la hausse. Donc les zones de loyer sont plus fortes dans les zones en tension comme Los Angeles, New York, Londres, Tokyo. La faible vacance, on a moins de 6%. On l'a vu à l'instant, 95% des entrepôts, des biens sont loués. Donc ça permet à Prologis de conserver une forte discipline tarifaire. Et le portefeuille présente une réversion locative intégrée significative. Donc vraiment un levier de croissance organique à horizon 2 à 5 ans. Pareil pour le track record. Là, vous voyez bien les earnings. On a des earnings par rapport par exemple au rate secteur, là on est sur du 6%, le S&P 500 on est sur du 8%, le S&P 500 des rates on est sur du 6%, également les rates logistiques on est sur du 11% et Prologis on est sur du 13%, donc ça délivre de la perf, ça envoie. Pareil pour la croissance du dividende de Prologis, ça envoie également. Et là vous avez également les FFO de Prologis per share qui, on voit bien l'explosion, on est passé de 1,5 à 6. Donc vraiment pareil, ça délivre. Donc la croissance du FFO, effectivement, là voilà, on voit en progression de 7,3% par rapport à 2024. Historique donc des FFO multipliés par 5 depuis 2011, donc du x5 du 500% par rapport à 2011. Encore une fois, c'est vraiment excellent. Et ici, on a à peu près tout ce qui va être le portefeuille par vraiment industrie. Donc on a du Amazon, du Walmart, du Starbucks, on a du Home Depot, du Best Buy, on a du TGX, du Nike, du BMW, du Whirlpool, donc on a vraiment de tout. Et voilà, ici on a également, j'avais vu du Berkshire Hathaway qui représente 0,3% du portefeuille de Prologis, mais ça en fait quand même, hein. On parle de 3000 square feet, hein. Donc voilà, c'est quand même assez important. Et Amazon, on a quand même 45 000 square feet qui sont alloués pour les entrepôts d'Amazon. Donc maintenant, je vais passer sur la partie vraiment efficacité opérationnelle. C'est ça vraiment le point positif de Prologis. C'est une structure qui est scalable au niveau des coûts. C'est-à-dire que si demain Prologis fait x10, les coûts vont faire que x2, ce qui est exceptionnel puisque la marge va exploser. Donc là, le ratio GA, c'est General and Administrative Expense. Donc voilà, frais généraux est divisé par actifs sous gestion. Vous prenez les frais généraux divisé par les actifs sous gestion. Donc si actuellement on a un ratio par exemple, là ici de 0,19%, et que demain les actifs sous gestion doublent, est-ce que les frais généraux vont doubler? Eh bien en fait non, les frais généraux ne vont pas doubler, ne vont pas augmenter autant que les actifs sous gestion. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir plus d'actifs sous gestion en réduisant les frais généraux, donc vraiment les salaires, etc., etc. Donc Prologis bénéficie d'une plateforme internalisée qui lui permet de limiter les charges variables, industrialiser les fonctions, donc support, donc finance, asset management, juridique, on va voir ensemble sur leur plateforme intégrée et de réduire les coûts de transaction sur les nouveaux projets. Donc voilà, la société affiche ainsi une marge opérationnelle durablement supérieure à la moyenne du secteur et bien plus supérieure. Et on voit ce graphique qui est exceptionnel. Là ici, on a les assets under management, on voit que ça explose, on est passé, on est passé de 50 à 200 milliards. Et regardez un petit peu le SGA en pourcentage par rapport aux assets sous management ont diminué. On est passé de quasiment 1% à seulement 0,30%. C'est exceptionnel. Et là, vous avez également ici, quand vous le mettez adjusted,
Donc Prologis, là effectivement on a 0,23-24 et par rapport aux autres rates on a 0,50 et par rapport au blue chip rate on est carrément à 0,60. Donc Prologis, oui, on a une efficacité, un low cost operating structure qui est exceptionnel. Pour ce qui est de la structure financière et solidité du bilan, c'est pareil, très très bien. Voilà, bon encore une fois je ne vous la présente pas pour rien. Donc là, on a vraiment une dette nette sur l'EBITDA à seulement 4,6, bien en deçà des seuils critiques. Le taux d'intérêt moyen pondéré est de seulement 3,2%, mais ça fait sens puisque c'est noté en A par les agences de notation. Donc on peut vraiment s'endetter à faible coût, d'autant plus qu'on a cette dette qui est à 88% de dette à taux fixe. Donc on n'est pas impacté par la hausse, etc. des taux d'intérêt. On a une maturité moyenne de la dette de 9 ans, ce qui limite effectivement l'exposition au refinancement à court terme, puisqu'il y a des entreprises qui vous disent oui, mais nous, on a de la dette à taux fixe, mais on a une échéance moyenne de 1 an. Oui, mais c'est de la dette à taux variable puisqu'il va falloir rouler cette dette sous l'année qui va venir, enfin dans l'année qui va venir. Donc on va devoir se refinancer. Si les taux augmentent, bien évidemment, on va devoir se refinancer beaucoup plus cher. Alors que là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, notation exceptionnelle par S&P et Moody's. Et on a également 6,5 milliards pour finalement pour les releveurs ou pour vraiment la gestion de la dette. Donc voilà, on a vraiment une grande flexibilité pour financer les développements. Donc c'est parfait. Pour ce qui est des multiples, en fait, on voit que Prologis, d'accord, on s'est négocié en moyenne 26 fois les FFO. Donc bien plus élevé que la moyenne du secteur. Parce qu'encore une fois, on a un portefeuille qui est bien plus élevé, enfin bien plus qualitatif également. Là, on voit qu'on est en moyenne, on a un premium 7 fois supérieur au rate du S&P 500. Effectivement, la plupart des rates, on est plutôt sur les 10, 12, 13, 14 fois les FFO. Et là, on est effectivement à 18 fois. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant actuellement. Donc voilà, environ 25 fois si on prend en moyenne. Bon, ça pareil, je vous l'ai présenté, c'est super. Et maintenant, je vais me mettre sur la partie Prologis, sur les data centers qu'ils ont vraiment exposé dans le Q1 2025 qui est tombé il n'y a pas longtemps. Donc là, l'ambition est très claire, devenir un acteur stratégique en s'appuyant sur ses avantages, enfin sur les avantages stratégiques, donc foncier premium, accès à l'énergie et également exécution en build tout de suite. On ne va pas tarder à l'aborder. Donc pour ce qui est de la capacité électrique, donc là en fait c'est vraiment le nerf de la guerre sur les data centers, c'est la capacité électrique. Donc là on a actuellement 1,4% donc de gigawatts de puissance déjà sécurisée et on a 2 qui vont venir en supplémentaire en cours via accord avancé avec les utilities. Donc le total va s'élever à 3,4 et je vais vous mettre une comparaison. Donc là, on peut alimenter actuellement 60 data centers hyperscalers et également en fait il faut savoir qu'une de ces unités là ça permet d'alimenter 1 million de foyers américains, ce qui est quand même c'est du lourd, c'est du très très lourd et c'est énorme en termes de puissance. Donc là, le modèle build to suite uniquement sur les data centers. Alors, qu'est-ce que je veux dire par uniquement? C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on dit qu'on a un contrat supplémentaire, c'est qu'on a un contrat qui est payé en avance pour qu'on construise un data center sur mesure pour un hyperscaler. Google, Amazon ou alors Microsoft ou alors, j'allais dire Azure, mais c'est Microsoft. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir des clients uniquement confirmés, des baux très longs, en moyenne 16 ans, et également clients visés, hyperscaler, IA également, et également les cloud providers. Donc, on a également, là c'est quasiment énorme, on a 900 mégawattheures de solaire plus du stockage en place ou en cours, c'est-à-dire qu'en fait ils mettent des panneaux solaires de partout, Prologis. Et là-dessus ils sont également en partenariat avec j'ai plus son nom, mais l'équivalent du CEO de Schneider Electric, donc la personne qui vraiment supervise la partie Prologis, c'est également la partie qui s'occupe du segment entre guillemets ESG et énergie renouvelable chez Schneider Électrique. Donc là, voilà, on a un objectif d'ajouter 100 pour arriver donc à 1 gigawatt en 2025. Et pourquoi c'est important? Bon, évidemment, un positionnement rare. Prologis contrôle l'accès à l'électricité plus au foncier premium. Voilà, c'est parfait. Et donc voilà, qu'est-ce que ça représente cette unité? Donc en gros, ça fait à peu près 40 data centers. Enfin, je devrais même mettre 60 exactement. Parce que là, en fait, j'avais pris seulement les 2,4, mais c'est 3,4, ça fait 60. Donc ça fait également 2 tiers de la capacité actuelle d'un géant comme Equinix. Et ça, c'est justement censé être l'entreprise number one sur justement cette partie data center. Et on voit que là, Prologis, on est déjà quasiment les 2 tiers de cette capacité. Même chose pour
Pour la partie Digital Realty, donc c'est une rate qui est spécialisée là-dedans. Mais là, on a déjà, avec ce qu'on a dans les pipelines pour 2025, on a 85 à 125%, excusez-moi, de la capacité actuelle de cette rate-là. Donc franchement, une énorme... Enfin, ils se sont positionnés en tant que leader quoi, sur cette côté-là, enfin sur ce côté-là. Alors avant d'aller plus loin, je vais me mettre sur le management, notamment sur le CEO qui est fondateur. Regardez son LinkedIn, je pense que c'est assez parlant. Donc bon, Stanford, MIT, classique. Et ensuite, on a Chairman, donc CEO de Prologis depuis 1983. Donc ça fait 42 ans qu'il est dans l'entreprise. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien, il est également Chairman of Nareit. Alors Nareit, c'est l'association nationale des rates. Donc c'est, comment dire... C'est la Bible des rates. En fait, c'est le site de référence pour tous les rapports annuels des entreprises, le site avec toutes les datas officielles, etc. sur les rates. Donc, en fait, vous avez ici, voilà, c'est la Bible des rates sur toutes les industries, tous les investissements, toutes les datas sur les centaines, enfin, c'est ce que j'allais dire centaines d'années, mais non, les rates, c'est depuis les années 70. Enfin, toutes les industries, bref, la totale. Et cette personne-là, c'est lui qui préside cette association. Donc, on est CEO depuis 42 ans dans la boîte, on préside la première association des rates au niveau mondial, de ce côté-là. Bref, vous pouvez pas avoir mieux. Voilà, vous ne pouvez pas avoir mieux que cette personne-là à la tête de Prologis. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu effectivement ce track record et cette croissance et en fait ces bons choix année en année finalement d'année en année sur Prologis. Donc voilà pour ce côté-là. Et enfin, sinon vraiment là, en fait la force de Prologis, c'est l'écosystème. C'est ce qu'ils appellent la super integrated platform qui va allier donc la partie rate, entrepôt, la partie data et technologie, la partie développement, la partie Prologis essentiel et la partie vraiment les fonds privés que justement Ratingcom développe. Donc effectivement, Prologis n'est pas juste un propriétaire d'entrepôt, c'est un écosystème intégré avec des revenus multiples, une puissance opérationnelle qui s'auto-renforce à chaque niveau. Donc on parle vraiment d'écosystème. Notamment par exemple, donc on a la partie propriétaire d'entrepôt. Donc là c'est du classique, c'est vraiment le cœur historique de l'activité de Prologis, posséder des entrepôts logistiques et les mettre en location. Voilà, à des gens comme Amazon, FedEx, DHL, etc. Donc loyer mensuel, type d'actif, on est sur des plateformes logistiques premium en zone stratégique. Et l'objectif, là c'est vraiment maximiser la valeur locative avec des beaux long termes, 5 à 10 ans, souvent indexés sur l'inflation. Ensuite on a la partie développeur immobilier. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle du build to suite. Donc là, c'est Prologis qui va développer ses propres actifs logistiques via une équipe intégrée de développement. Donc là, c'est identification de fonciers bien situés, construction de nouveaux entrepôts. Donc voilà, exemple, voilà, sur mesure pour Amazon, optimisation de la logistique moderne, robotisation, gestion des flux, etc. Et là, on a vraiment deux options après la construction, intégration dans le portefeuille de Prologis ou alors vente à un investisseur via un partenariat, souvent une joint venture, souvent un partenariat 50-50. Donc là, c'est vraiment top. Donc là, objectif, gérer des marges de développement et faire croître la base d'actifs. Je vous ai mis un passage de conférence call du Q1 2025. Voilà, donc là, nous avons commencé 650 millions de nouveaux développements et on a près de 80% donc du sur-mesure qui est avec des baux de 16 ans, ce qui est énorme. Et donc voilà, vraiment la dynamique sur les projets sur mesure est très forte et voilà, on a 80% de nouveaux projets qui sont déjà signés avec des baux longs de 16 ans. C'est juste énorme. Donc en fait, on a vraiment une stabilité des revenus, etc. Et c'est pour ça que on peut quasiment affirmer d'avoir du 10% sur Prologis sur les années qui vont venir en termes de croissance. Et par rapport au prix actuel, c'est quand même assez avantageux. Ensuite, on a la partie gestionnaire de fonds, partenaire privé. Donc là, c'est vraiment Prologis qui va gérer une série de fonds immobiliers privés non cotés pour des investisseurs institutionnels, donc fonds de pension, souverains, etc., avec des co-investisseurs. Donc là, on a Prologis qui détient en moyenne, ils avaient dit, entre 15 et 55% du fonds. L'investisseur externe détient le reste. Et donc là, on a Prologis qui reçoit des frais de management et des frais de performance également par rapport à la performance tout simplement et le retour sur investissement. Donc là, voilà, c'est vraiment accroître son exposition au marché sans mobiliser tout son capital tout en touchant des revenus réguliers et plutôt récurrents de gestion. Ça, c'est vraiment scalable à l'infini, si je peux dire. Quatrièmement, on a la partie fournisseur de services logistiques. Donc là, c'est Prologis Essential. Donc, c'est la division services à valeur ajoutée
sécurité qui traduisent en français, donc pour les locataires. Donc là, on a vraiment une solution d'automatisation des équipements de stockage. Donc Prologis gère la totalité, l'énergie solaire et bornes de recharge. Je vous fais un cut, je vous montre ça ici. Voilà un petit peu l'entrepôt type que met en place là-dessus Prologis. Donc voilà, avec les panneaux solaires ici, avec ici les batteries, avec, enfin bref, voilà, c'est avec les véhicules électriques. En fait, bon bref, ils gèrent la totalité, donc c'est vraiment intégré à 2000%. Donc effectivement, solution de gestion des flux sécurisés, maintenance et gestion technique. Et exemple, un client Amazon peut équiper son entrepôt Prologis directement via cette plateforme. Donc objectif, augmenter la valeur client et les marges tout en fidélisant, excusez-moi, le locataire. Et pour terminer, la plateforme technologique et analytique. Donc là, en fait, on a vraiment le système de data. Et toi, je vous parlais de Schneider Electric à l'instant. On a également ça chez Schneider avec vraiment l'écosystème avec leur logiciel qui permet de vraiment gérer vraiment la data du point de vue entreprise. Et donc, ça permet que vous êtes obligé de repasser par Schneider Electric, tout comme avec cette intégration, ça augmente encore le mode de Prologis. Donc, cartographie dynamique à la demande logistique, valorisation en temps réel des actifs. Ça, c'est en termes d'entrepôt, c'est le nerf de la guerre. Prévision de la révision locative, simulation de projets en développement. Et voilà, il parle vraiment de Prologis IQ, un moteur d'aide à la décision interne pour les acquisitions et la gestion. Donc là, l'objectif, prendre de meilleures décisions, gagner plus d'argent et donc industrialiser la gestion immobilière. Voilà, simple, net, précis. Je pense qu'on n'est pas trop mal pour la petite présentation de Prologis. Je pense qu'avec ça, vous pouvez vraiment attaquer les rapports en toute sérénité et je pense que vous pouvez y voir beaucoup plus clair. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien aidé. En tout cas, moi, c'est vraiment une rate que je regarde vraiment attentivement et que je vais ajouter, donc comme je vous avais mentionné, au portefeuille. Bon, bien écoutez, on va passer sur la deuxième entreprise. Vous vous en doutez, on parle bien de Google. Alors, avant de vous expliquer pourquoi j'aime bien cette entreprise, je vais d'abord en acheter pour 3000 de plus. Donc là, voilà, je vais prendre un call en janvier 2027. Je vais prendre le call légèrement in the money et je le revendrai à peu près dans 250 jours, 300 jours pour la valeur temps. Donc ça me rajoute à peu près, voilà, 2200 on va dire de primes. Et en termes d'exposition, ça me rajoute l'équivalent de, j'arrondis avec le delta, de 10 000 dollars sur Google. Donc ordre, hop, je vais même me mettre comme ça sera peut-être plus clair pour vous. Donc ici, vous voyez, je mets au marché puisque il n'y a quasiment pas de différence entre le bid et le ask. Au moins, ça va être direct. Ordre d'achat, voilà, accepté. Et on envoie et ça a été exécuté. Donc voilà, j'ai acheté un call de plus sur Google. C'est parfait. Voilà, on est bon. Et sinon, au niveau du graphique, donc là, j'ai d'un côté la partie action. Donc sur la partie action, j'ai un PRU sur les 98. Et de l'autre côté, j'ai la partie call avec 3 calls. J'ai un call deep in the money avec une belle plus-value, un call at the money et un deuxième call at the money avec les échéances qui diffèrent. Voilà, ça charge un petit peu. Ok, c'est bon. Voilà, effectivement, donc le call est ici. Bon, petit coup de chance, ça a un petit peu augmenté. Là, j'ai un petit 36, mais bon, évidemment, c'est pour le long terme. Et ça ne m'étonnerait pas que Google rebaisse dans la semaine et que ça reparte en négatif. Mais c'est pas grave du tout. Je suis là pour le long terme. Donc là, voilà, j'ai une échéance du 15 janvier 2027 avec le strike à 150. J'en ai un deuxième sur un strike 70. Donc ça, c'est vraiment un call deep in the money que j'avais acheté il y a 2 ans. Donc là-dessus, c'est super. Et également le call 175 de la même échéance. Ok, donc voilà, sur la même échéance, j'ai un 175 et un 150. Alors pourquoi j'ai acheté des actions des actions Google? Alors d'ailleurs, je vous fais une parenthèse pour les options, pour ceux qui se demandent à peu près ce que c'est, etc., ceux qui en ont déjà entendu parler. Je vous mets en description mon groupe privé mais gratuit School avec 4 heures de formation gratuite sur les rapports annuels et justement sur les options, notamment ici avec 1 heure de cours qui va justement vous permettre de comprendre vraiment la globalité des options, comment ça fonctionne, les différents types de positions basiques, etc. C'est une masterclass, vous l'avez en description, c'est gratuit, régalez-vous. Et moi je passe directement sur cet article-là. Voilà, en fait, que la question, c'est voilà, pourquoi j'ai acheté un petit peu d'actions Google. C'est simplement parce qu'en fait, je trouve que c'est des on-dit tout le temps sur Google. C'est ah tiens, il y a cette news-là, il y a le rapport, enfin, il y a, excusez-moi, la concurrence, ce genre de choses. Et là, on a eu quand même, simplement, on a eu exactement le vice-président principal des services d'Apple qui a dit que, selon lequel les recherches via le navigateur Safari ont chuté pour la première fois en avril. Et suite à ça, Google a perdu 8% hier. On a actuellement une market cap en bourse de 200 milliards. Donc, c'est-à-dire que Apple, sur cette news-là, Google, sur cette news-là, a perdu quasiment 180 milliards de market cap. Dites-vous bien que Google actuellement paye chaque année 20 milliards
à Apple pour que Apple propulse et pour que Apple mette Google en moteur de recherche sur Safari. C'est-à-dire que juste avec cette news dans laquelle c'est même pas entre guillemets vérifié, parce que là le Q1 est sorti et justement Sundar Pichai il a bien dit que tout était en hausse. Eh bien, sur justement ce commentaire-là du vice-président principal des services d'Apple, Google a perdu l'équivalent de 10 ans de ce qu'ils envoient à Apple pour justement régler ce problème-là. Donc, c'est complètement délirant et il n'y a aucun sens. Et donc là, voilà un petit peu, je vous ai trouvé un petit article. Voilà, c'est en fait bien pire que vous, que vous ne le pensez, excusez-moi, sur Google. Donc voilà, les récentes remarques d'un cadre d'Apple selon lesquelles les recherches via le navigateur Safari ont chuté en avril pèsent lourdement sur les actions. Voilà, c'est encore pire étant donné que Google est également sous pression réglementaire pour ouvrir son système d'exploitation Android qui là a actuellement 72% de part de marché aux assistants et applications d'AI tiers, donc voilà, les LLM, etc. Donc ça, c'est pas très important. Et voilà, et on a également Google qui a, voilà, selon eux, un taux de croissance attendu du bénéfice par action inférieur à celui des principaux rivaux. Bon, eh bien, on va s'attarder sur cette question assez rapidement. Et en fait, je vous l'avais déjà montré, mais on a actuellement un PE de 17 et un forward PE de 15. Alors déjà, attention parce que selon moi, il ne faut pas du tout prendre en compte ce PE-là parce que sur Google, premièrement, des stock-based compensation, je vous en parle à chaque vidéo, mais surtout, selon moi, c'est le CAPEX. En fait, on avait, chez Google, le CAPEX que l'on avait il y a par exemple 5 ans, n'a rien à voir avec celui qu'on a aujourd'hui. Donc, étant donné que le bénéfice net ne prend pas en compte le réinvestissement, bah, si vous comparez un bénéfice net, par exemple, une entreprise qui se négocie à 20 fois les bénéfices, mais qui n'avait pas beaucoup de réinvestissement, et une même entreprise qui se négocie maintenant à 10 fois les bénéfices, mais qui a 2 fois plus de réinvestissement, bah, le free cash flow qui est après le réinvestissement, après le capex, le cash pour les investisseurs, bah, finalement, il est le même. Vous avez le même. Parce que dans un cas, vous payez 2 fois moins cher, vous avez 2 fois plus de capex. Dans l'autre cas, vous le payez 2 fois plus cher, vous avez 2 fois moins de capex. Donc, c'est un truc à somme nulle. Vous avez le même résultat. Et donc là, chez Google, bon, c'est pas autant, mais on a effectivement un capex qui est augmenté. Donc, je vais quand même prendre en compte ce capex-là. Donc là, on va sur les free cash flow. Donc ici, sur le free cash flow et les stock-based compensation, on a effectivement un free cash flow de 74 milliards. Et on a des SBC, donc des rémunérations en actions, qui gonflent artificiellement ce free cash flow de 23 milliards. Donc voilà, j'ai mis l'hypothèse que 10 milliards pour Google, c'est acceptable. Donc je vais slasher 10 milliards le free cash flow. Donc je vais partir du principe qu'on a un free cash flow de 64 milliards. 64 milliards divisé par la market cap de 1,88 trillion, d'accord? Ça fait actuellement un rendement donc de 3,4% par an au prix actuel. Ça, si je le mets en PE, il faut faire l'inverse, donc 100 divisé par 3,4, ça fait un PE de 29. Donc actuellement, justement, j'ai dit un PE, mais en fait là actuellement, on a justement un free cash flow, on va dire vraiment réel. Le cash que peut vous distribuer Google, c'est 29 fois, vous achetez Google actuellement à 29 fois la somme qui peut vraiment vous redistribuer, entre guillemets. Ok. Donc là maintenant, on va comparer des bananes avec des bananes, si on peut dire, avec justement Microsoft. On va faire la même chose sur Microsoft. Donc Microsoft, on va pas prendre le PE, on va prendre également le cash qu'on peut nous redistribuer. Ça tombe bien, Microsoft, on a 16% de stock-based compensation. Donc là, la moitié que ce qu'on a chez Google. Donc on va même pas les retrancher, on va les garder. Ok, on va vraiment les garder. Donc là, on a un free cash flow chez Microsoft de 69 milliards. Donc pareil, 69 divisé par 3,26 trillions, donc 3226 milliards. Donc là, ça fait 2,1% de rendement. On fait 100 divisé par 2,1, ça fait 47 fois. Donc là, on compare ce qui est comparable. C'est-à-dire que Microsoft, ça se paye à 47 fois la somme qui peut vous redistribuer et Google, 29 fois la somme qui peut vous redistribuer. Donc oui, Microsoft, c'est meilleur. Là, je ne suis pas là pour dire le contraire. Mais rendez-vous compte qu'on a quand même quelque chose qui se négocie quasiment, on va le faire ensemble. Donc moi, je ne pense pas que Microsoft soit quasiment 2 fois meilleur. Ok, je veux bien qu'il soit un petit peu meilleur, je veux bien qu'il soit mieux diversifié. Mais de là à aller payer Microsoft 47 fois les bénéfices et du Google 29 fois les bénéfices, enfin les bénéfices, encore une fois, je reformule la somme qu'on peut vraiment avoir en termes de rendement, je trouve que c'est délirant. Et donc là, actuellement, du Google à 29 fois ce cash qu'on peut avoir, ça nous fait un rendement de... Si pareil, je fais la règle des 72, donc la règle des 72, c'est que vous faites 72 divisé par le taux de croissance, ça va vous donner le nombre d'années à laquelle votre placement va doubler. Donc là, si je fais par exemple un taux de croissance de 12%, donc 72 divisé par 12, ça fait 6 ans. Google actuellement, en 6 ans, le rendement va doubler. Donc le rendement, il est de combien? De 3,4. On l'a vu ensemble. Donc 3,4 fois 2, ça fait du 7. Okay, ça fait effectivement, j'arrondis à 7. Donc dans 6 ans, sur Google, si on a un rendement de 12% par an, on aura 7% de rendement sur le prix actuel. Et là, 6,8, on va le faire ensemble. 6,8 divisé par 12, 100
100 divisé par 6,8, ça fait un forward, on va même pas dire pi, mais on va dire un forward sur la somme que Google peut vraiment nous générer. 14 fois cette somme-là. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, j'espère que c'est clair, à la limite vous pourrez mettre sur pause, mais en fait on est sur un truc qui est excellent quoi. Et même si on n'a pas de croissance, on est quand même sur quelque chose qui est excellent, d'accord? Et donc là maintenant pareil, je peux aller mettre sur un, excusez-moi, je peux me mettre sur un petit DCF, mais en fait vous pouvez le prendre un petit peu de n'importe quelle façon, c'est très très bon quoi. Donc là, si je prends le free cash flow, d'accord, en prenant en compte ce réinvestissement-là, que je mets un taux de croissance de 12%, que je mets un free cash flow multiple, on va dire, allez, de 25 fois. De 25 fois, on a quand même du 12% par an, enfin du 11,44. C'est pas du tout 25 fois, enfin, c'est pas cher du tout, hein, payer 25 fois les free cash flow, pas les bénéfices. Les free cash flow de Google, c'est pas cher. Et là, si on prend en compte, allez, ça va se payer, on va dire, à 28 fois, alors on est déjà sur du 14% par an. Donc c'est excellent, d'accord? Et donc si on met 25 fois les bénéfices et même on a que 10% de taux de croissance, on est quand même à 10% par an de rendement. C'est excellent, je trouve, d'accord? Donc voilà un petit peu sur Google. Et donnez-moi votre avis également sur Google. Je sais que j'ai vu pas mal de personnes dire que ça serait tout simplement plus intéressant que Google garde par exemple les 20 milliards qu'il donne actuellement à Apple pour que ça augmente son bénéfice net, parce que c'est vraiment 20 milliards de cash. Donc ça fait vraiment toute la différence. Et est-ce que réellement ça vaut, est-ce que vraiment le fait d'avoir Google sur Android, sur Safari, ça vaut vraiment 20 milliards? Sachant que par exemple, si jamais Google n'est plus proposé, probablement que moi, par exemple, j'irai quand même sur Google. Je mettrai Google en favori et je passerai quand même par Google parce que je préfère Google, par exemple. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes dans ce cas-là. Donc, si c'est le cas, on se poserait la question, est-ce que réellement, ce ne serait pas plutôt Google qui serait en position de force par rapport à Apple, vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on peut vraiment le retourner de différentes manières, ou tout simplement, votre avis sur le prix actuel de Google. Selon moi, on n'est vraiment pas cher et je pense que le marché me donnera raison. Et donnera raison tout simplement à toutes les personnes qui rentrent actuellement dans 2, 3, 4 ans. Encore une fois, sur le long terme, hein, c'est une machine à peser le marché. Et là, je vous garantis que les bénéfices vont être assez lourds. Et donc, il va y avoir de quoi mettre sur la balance. Et en troisième entreprise, alors je vous aurais bien mis du Parex là, qui a publié ses earnings hier avec un magnifique bénéfice net de 80 millions sur le premier trimestre, hein, sur une market cap, j'arrondis à 1 milliard. Ça fait quand même 8% de rendement sur le trimestre. C'est pas dégueulasse, ça fait 20% annualisé. Enfin 20% plus, donc non franchement c'est super. Là je suis flat, quasi, enfin je suis en gain parce qu'en réalité j'ai encaissé déjà pas mal de dividendes et vous voyez c'est quand même des dividendes à chaque fois de 700, 800 $ quasiment, de ce côté-là, et donc super entreprise. Alors c'est vrai que, de base je voulais vous en présenter une autre que je vous présenterai directement ce dimanche. Donc à 18h en même temps qu'on fera le live sur William Higgins. Donc là encore une fois pour ceux qui ont raté l'information, on va faire avec Paul ce dimanche à 18h sur ma chaîne YouTube un live dans lequel on va analyser le portefeuille de William Higgins, ses 10 premières positions vraiment en détail, etc. On va les classer par rapport au risque, au niveau de valorisation et également actuellement au rendement. Donc ça va être super, et on vous a vraiment préparé du très très lourd et c'est toujours un plaisir d'analyser ce type de portefeuille. Ça serait une présentation un petit peu comme ce qu'on avait fait, ça justement c'était le dernier coaching de groupe qu'on a fait, Clément qu'on accompagne, on en fait 2 par semaine. Donc ça c'était avec Paul, c'est Paul qui avait fait cette présentation. Le thème, donc c'était mercredi dernier, c'était pourquoi investir sur le charbon avec une analyse du fonds global de Monish Pabrai, donc qui est lourdement investi justement sur le charbon, qui a des performances mais exceptionnelles. Je le mets vraiment au même niveau et il est au même niveau que Warren Buffett, au niveau des performances qu'il a pu faire et de sa gestion des entreprises, etc. C'est exceptionnel. Et puis c'est vrai que là, j'aurais pas le temps de terminer la vidéo sur la troisième entreprise. Donc encore une fois, je la ferai pendant le live de ce dimanche. C'est vrai que les journées passent à une vitesse folle. Donc je vais vous mettre en description le lien de mon groupe School qui est gratuit. Avec on est quand même 1200. Enfin là, on va quasiment passer les 1300 membres, ce qui est énorme. Mais en même temps, avec la valeur que vous y retrouvez, en fait, c'est vraiment une formation. C'est l'équivalent d'une formation que vous trouvez sur internet avec vraiment débutants, ratio financier, les rates, les rapports annuels, ce genre de choses. C'est même pas abordé dans 99% des programmes. Là, vous avez vraiment en fait un plan d'action vraiment pour structurer vos analyses de rapports annuels, pareil sur les options, etc. Donc let's go. Voilà, je vais vous mettre ça en description de la vidéo et puis nous on se retrouve ce dimanche à 18h pour live avec Paul. C'était Léo, bonne journée.